Voilà, je voudrais maintenant vous parler de mes autres rencontres spirituelles qui ont certainement imprimé une direction particulière à ma vie. Et parmi celles-ci, je dois mentionner Sri Damananda. Je l'ai rencontré à la mission bouddhiste de Kuala Lumpur en Malaisie. Malaisie qui est un pays plutôt musulman, mais qui comporte une forte colonie chinoise. On peut même parler d'une partie de la population qui est chinoise, dans la proportion peut-être de 40% de la population malaise est chinoise, et parmi eux, bon nombre sont bouddhistes. Vous savez que à Singapour, cette proportion était telle que les Chinois ont pris le contrôle de Singapour, ont décidé de se scinder de la Malaisie, de former un État indépendant, ce qui va peut-être arriver un jour aussi à l'île de Penang, plus près de la frontière thaï. Donc, à Kuala Lumpur, il y a une mission très importante qui édite des livres sur le bouddhisme en anglais, très intéressants, dont j'ai quelques exemplaires. Et certains sont signés par Sri Damananda, qui était le supérieur de cette mission. J'étais à la librairie en train de regarder les titres avec beaucoup d'intérêt lorsque la vendeuse s'est approchée de moi et m'a dit Sri Damananda est dans son bureau, est-ce que vous souhaiteriez avoir un entretien avec lui? Et j'ai dit oui. Et elle dit, je vais voir s'il peut vous recevoir. Et elle est revenue avec un grand sourire, m'invitant à la suivre jusqu'au bureau de Sri Damananda, qui m'a accueilli très gentiment. Et qui a assez vite montré qu'il avait un ego, parce que il a écrit beaucoup de livres, et il dit, voyez-vous, mes livres sont traduits dans toutes sortes de langues. Il m'en a même montré un qui était traduit en néerlandais, ce que j'avais trouvé quand même assez amusant, puisque étant d'origine belge, je comprends le néerlandais un peu, enfin, plus ou moins. Et se tournant vers moi avec un large sourire, il me dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je lui dis, Bhante, c'est le titre qu'on donne à un moine bouddhiste, j'ai un problème avec l'esprit critique, lui dis-je. Ah, me dit-il, qu'est-ce que vous lui voulez à votre esprit critique? Je dis, j'ai l'impression des fois que dans mes rapports avec les gens, je suis trop jugeant, et que ça prend le pas sur une compassion que je leur devrais. Oui, me dit-il, mais imaginez que vous verriez un enfant sur le bord d'une rivière et risquant à tout moment de tomber dans l'eau. Vous n'iriez pas l'attraper par la manche et le critiquer en lui disant de faire attention? Je dis si, oui, bien sûr. Bien, me dit-il, et si votre meilleur ami allait commettre l'irréparable en s'injectant, je ne sais pas moi, une dose d'héroïne, vous n'essayeriez pas de l'en empêcher? Je dis sans doute. Et si, il me donne une série d'exemples où mon esprit critique m'aurait fait prendre une position et agir en conséquence. Et il me dit pour conclure, eh bien, fichez-moi la paix avec votre esprit critique. Alors là, j'en étais comme deux ronds de flanc, parce que j'avais fait partie quand même dans les années 70 de cette B-Generation, Hip Generation, où l'esprit critique en Amérique du Nord était considéré comme puant. Évidemment, en Europe, on n'a pas la même réserve vis-à-vis de l'esprit critique. Et après tout, j'étais formé en Europe, et Sri Damananda m'a convaincu que je n'avais nullement besoin de travailler à son éradication, mais au contraire d'en faire un outil au service même de la compassion pour les autres. Et ça,
ça a été une grande avancée dans ma progression spirituelle. Voilà pour Sri Dhammananda. Une autre rencontre un peu magique s'est faite en Birmanie en 95. Sri Dhammananda, c'était en 92. Et en 95, je me trouvais à Mandalay, l'ancienne capitale de la Birmanie. Mandalay qui, au centre de sa périphérie, a un carré, une muraille carrée de 2 kilomètres de côté, et qui était l'enceinte du palais royal qui a été bombardé en 42 par les Japonais. Aujourd'hui, à l'intérieur de ce carré, aujourd'hui en tout cas en 95, se trouvaient des baraquements militaires, et seul subsistait donc de l'ancien palais royal cette muraille carrée de 2 kilomètres de côté. Et je me trouvais à un des angles de ce carré où se trouvait le guest house où je logeais. En diagonale, donc la diagonale d'un carré aboutit évidemment à un autre coin du carré. En diagonale, donc, se trouvaient les pagodes les plus intéressantes que je voulais visiter. Et je me disais, c'est drôle. Si je vais à gauche, j'ai 2 côtés à parcourir, soit 4 kilomètres. Si je vais à droite, j'ai aussi deux côtés à parcourir, soit également 4 kilomètres. Je me suis dit, de quel côté vas-tu? Et comme je suis gaucher, j'ai choisi le gauche. Mais je n'ai pas tardé à tomber sur une maison où était écrit sur une plaque Buddhist Society. Et ça m'a frappé. Et en grand curieux que je suis, j'ai sonné à la porte. Une dame est venue m'ouvrir en tagne et elle ne parlait pas anglais. Elle m'a juste dit « My husband, l'air de dire « je vais chercher mon mari ». Et puis est arrivé un monsieur très grand, aux cheveux blancs comme de la neige, enveloppé dans le longi qui est cette espèce de pagne que portent les hommes en le nouant sur le devant et qui les couvre jusqu'aux pieds, est arrivé donc Wu Tae-ong, je ne sais pas si je prononce comme il faut, mais... Et je lui ai dit, excusez-moi, mais j'ai vu Buddhist Society, je me suis demandé ce que c'était. Ah, il dit, je donne des cours sur la philosophie bouddhiste ici à Mandalay et également à Rangoon, et donc nous avons cette société, etc. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, me dit-il. Eh bien, je lui ai dit, oui, j'ai toujours eu de la difficulté avec la théorie de l'origine interdépendante qu'on appelle en pali Patityasamuppada. Mais entrez donc, me dit-il. Je suis entré dans cette maison, confortablement agencée, et il m'a présenté son fils, qui était un jeune homme, mais qui lui obéissait encore au droit et à l'œil, comme c'est le cas en Extrême-Orient. Et il s'est assis dans un fauteuil en me désignant ses pieds pour m'asseoir. Je ne sais pas si il avait attiré un coussin. J'avais quand même 57 ans déjà, je trouvais cette posture assez inconfortable, mais je n'ai rien dit. Et il a dit à son fils de nous faire du thé. Et ainsi, assis à ses pieds, pendant une journée entière, maître Wu Tae-ong m'a expliqué Patityasamuppada, la théorie de l'origine interdépendante, sur laquelle je reviendrai, c'est quand même pas une chose simple, et j'en ai conçu un énorme bonheur, parce que c'était quelque chose qu'au travers des livres demeurait obscur pour moi. Après,
il me restait relativement peu de temps. J'ai continué à marcher jusqu'aux pagodes. Je sais pas, j'étais animé d'une assurance nouvelle et j'ai vu un militaire m'interdire l'accès de la pagode à moins de m'acquitter d'un droit de 10, 7 ou je ne sais plus, ou 10 dollars même, mais c'était 10 dollars. Et j'ai dit, pourquoi payerais-je 10 dollars? Je lui dis, je suis bouddhiste et j'entends prier dans cette pagode. Il me dit, vous êtes un touriste, donc vous payez 10 dollars. Et moi, je lui dis, non, je suis un bouddhiste Theravada comme vous et je veux prier dans cette pagode. Et croyez-le ou non, mais dans cette dictature féroce qu'était la Birmanie des années 90, le soldat s'est écarté et m'a laissé passer. Et ce n'est pas pour économiser 10 dollars, mais je trouvais que si j'étais bouddhiste, j'avais le droit d'exercer ma ferveur bouddhiste partout où il y avait une pagode ou un temple. Voilà. La personne après dont il faut que je parle, c'est le révérend père jésuite Jaime Bulatao, qui m'avait été recommandé par un autre père jésuite au fin fond des Philippines, sur Mindanao, pour ne pas laisser les choses dans l'ombre, qui s'appelait le père Démétrio. Et le père Démétrio, qui était ethnologue, m'avait dit, vous devriez rencontrer le père Bulatao, parce que vous êtes pareil. Ainsi, j'avais écrit au père Bulatao de Belgique, il ne m'avait jamais répondu. Mais, quand je suis arrivé en 94 plutôt, à Manille, j'ai appelé à l'Athénéo de Manila, qui est l'université jésuite de la ville, et j'ai eu sa secrétaire au téléphone qui m'a dit « Nous vous attendons, monsieur Finn ». Et je lui dis « Mais comment pouvez-vous m'attendre ?» Il n'a jamais répondu à mes lettres. « Oh, me dit-elle, le père Bulatao est comme ça, mais il vous attend. » Alors j'ai sauté dans un taxi, je me suis pointé à l'Athénéo de Manila, et le père Bulatao m'a reçu comme si j'étais son propre fils. Il a dit à sa secrétaire qu'on ne nous dérange pas, et il a fermé la porte. Et il en a été ainsi pendant les 3 jours qui ont suivi, et il m'a formé à l'hypnose chamanique, que j'ai donc reçu comme un cadeau immense, n'est-ce pas, de la bouche même de l'homme qui a mis au point cet ensemble de techniques, en s'inspirant bien sûr des chamans locaux aux Philippines. Mais, entendez-moi comme il faut, le père Bulatao était docteur en psychologie, il avait étudié en Californie, enfin, ce n'était pas un rigolo qui était là par hasard, c'était un homme de science avisé, mais qui avait un énorme respect pour la sagesse populaire de son pays et qui prenait très au sérieux les découvertes faites par les chamans locaux. Et franchement, il m'a montré les résultats qu'il avait obtenus avec ces techniques et je les ai faites miennes. Et je dois être en dehors de l'Athénéo de Manila et du cercle de ces fans, le seul occidental à avoir jamais reçu cet enseignement. Figurez-vous que je pourrais dire s'il est mort ou vivant, quand je l'ai rencontré en 95, il avait 83 ans, je crois. Donc, nous sommes
18 ans plus tard, si je compte bien, 83 plus 18, ça ferait 91 ans, non, non, presque, non, 100 ans. Donc, s'il vit encore, il serait centenaire, ce qui ne serait pas totalement impossible, étant donné sa vitalité. Le père Boulatao a été extrêmement important pour moi. Je vous parlerai des autres dans un autre entretien. Merci.